Bonjour à toutes et à tous. Je suis toujours à Kinshasa, en RDC, et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast sabbatique en Afrique francophone. Je suis Hugues Gabriel, professeur de médecine à l'Université de Berne, et aujourd'hui mon invité est une amie, le docteur Jerry Moumougou. Nous sommes juste à côté des cliniques universitaires de Kinshasa. Bonjour Jerry. Bonjour Hugues. J'espère que tout va bien pour toi. Je vais très bien, merci. Pour débuter, est-ce que tu pourrais présenter ton parcours à ceux qui nous écoutent? Bien, ok, merci beaucoup. Je suis médecin pédiatre, généticienne clinique et je suis en train de faire mon PhD en génétique médicale. Je pourrais défendre, si tout va bien en Europe, avec la réouverture des défenses publiques. Et j'ai fini mes études au Mont-en-Bas. J'ai fini ma spécialisation en 2016, bon ça fait 5 ans. Et après j'ai commencé mon PhD depuis 2015 à la KU Leuven, l'université de Belge. Très bien, écoute, je me pose la question toujours, quand tu étais enfant, jeune fille, tu avais des rêves, tu te projetais dans le futur, tu avais des ambitions. Comment tu te voyais dans le futur? Quand j'étais petite, je me voyais très grande. J'étais tellement ambitieuse et j'étais dans des groupes des petits-enfants à l'église, le groupe Kizito Anouarit qui s'occupait des enfants. Et j'aimais tellement bien les enfants que j'ai eu cette vocation-là de devenir médecin et pédiatre. Et en plus, lorsqu'on m'a parlé de moi, que j'étais malade, quand j'étais toute petite, je me suis dit non, je dois aider les petits-enfants à ne pas souffrir comme moi. Tu te rappelles peut-être avoir eu à cet âge-là déjà, ou bien plus tard dans ta carrière, des modèles, des personnes pour lesquelles tu t'es dit ah vraiment, ça c'est quelqu'un, une personne que j'aimerais pouvoir être comme elle, comme lui, des modèles africains? Oui, petite déjà, j'avais comme modèle mon père. D'abord mon père parce que c'est l'excellence. Il n'aime pas le travail fait à moitié. Donc il me poussait toujours à aller jusqu'au bout, donc de faire toujours ce qui était très bien. Deuxième modèle, c'était ma tante. Ma tante, quand j'étais petite, elle était pédiatre. Elle est maintenant aux États-Unis. Quand nous allions avec papa dans son cabinet, on emmenait un enfant qui convulsait avec fièvre. Et quelques temps après, je voyais l'enfant s'est réveillé. Je me disais qu'elle a opéré un miracle. Donc là maintenant tu as déjà fait des pas importants dans ta carrière, dans ta formation. Il y a eu certainement des obstacles, tu as rencontré aussi des défis. Quelle est pour toi la chose dans ta carrière actuelle pour laquelle tu es le plus fier? Ok, d'être d'abord médecin. Mhm. Le fait d'être médecin, vraiment j'en suis très fière. Très fière. J'aime cette profession. Et puis la recherche. Donc ce que je fais, je sais que je ne suis pas encore arrivée au bout, mais j'ai commencé la recherche, ça me passionne tellement, la génétique. Donc je sens qu'il y a beaucoup de choses cachées là-bas qui vont... comment je peux dire, le fait de savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas encore découvertes, qui me passionnent encore plus pour aller et les découvrir. Bravo. Tu sais qu'en Europe, en Occident, on se pose beaucoup la question de la progression académique pour les femmes. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est aussi plus difficile ici, à Kinshasa en particulier? Bon, en général, les femmes sont un peu considérées comme vous le savez, je ne veux pas le dire ici, mais à Kinshasa, je n'ai pas eu vraiment des problèmes parce que j'ai fait ma part. J'ai travaillé dur et puis je me suis affirmée dans ma carrière de médecin. Et puis là, de la recherche, je suis en train de parfaire mon parcours. Il y a des difficultés, certes. Il y a des femmes qui sont là, qui ne savent pas donner comme autant que les hommes parce qu'elles sont mariées, elles ont des enfants, elles doivent s'occuper des enfants et la production n'est pas tellement la même que celle que produit
l'homme. Je pense qu'on n'utilise pas forcément des critères d'évaluation qui sont appropriés parfois aux femmes. Les critères sont les mêmes pour les hommes et les femmes, mais par moment. Je prendrai l'exemple de mon département. On peut quand même avoir une largesse par rapport aux femmes qui sont mères et qui ne savent pas venir à temps ou produire pas les mêmes travaux scientifiques, mais peut-être sur le plan de l'horaire ou bien de la ponctualité, de l'accessibilité. Là, on a quand même un peu une mesure de grâce par rapport à elle. Une autre chose qui m'intéresse aussi toujours beaucoup, c'est j'ai découvert ici l'université Kinshasa, qui est une université francophone, la plus grande ville francophone du monde. Naturellement, la production scientifique et la science se fait majoritairement en anglais. Oui. Comment est-ce que tu vois cela comme barrière ici à Kinshasa en particulier? C'est une barrière certes parce que nous, la formation, tout se fait en français. Donc la RDC, c'est un pays francophone. L'administration, les écoles, tous sont en français. Et moi-même, j'ai eu des problèmes quand je suis allée chez Hugues en Suisse en 2015. Et là, on m'a demandé de présenter mon mémoire en anglais. Je n'avais rien, j'avais des bases en anglais, mais parler, discuter de son travail, c'est très pénible. La barrière est certes là, mais nous ne pouvons que la franchir parce que la science est en anglais maintenant. Quand tu regardes un peu autour de toi, tu parles avec tes collègues à l'heure actuelle, en fin 2020, est-ce qu'il y a des choses qui te donnent de l'optimisme pour le futur académique de l'Université de Kinshasa ou de la RDC en général? Oui, hein, lorsque je discute avec certains collègues à Kinshasa où j'ai quand même eu à agrandir mon carnet d'adresses. Il y a eu qui m'a aidé à avoir beaucoup de connaissances à l'étranger. Et puis l'université à laquelle je fais mon PhD, lorsque je discute avec eux, je me dis, waouh, nous sommes tous des êtres humains. Je me dis toujours, nous avons deux yeux, un nez, une bouche et des oreilles et une même tête. Donc, ce que font les autres, nous pouvons le faire aussi. Donc, c'est en discutant et en lisant, en voyant ce que les autres sont en train de faire, je me dis, ça me donne encore de l'optimisme, nous pouvons y arriver. Ma dernière question, la RDC, c'est un pays avec une grande majorité de jeunes, 60% de la population a moins de 20 ans. Si tu avais maintenant plein pouvoir, que changerais-tu pour qu'ils puissent, eux aussi, tous ces jeunes, faire une carrière académique dans le futur? Je demanderais qu'il s'opère un miracle auprès de notre politique, des politiciens. Donc je sais que si les choses changent à ce niveau-là, ça peut ouvrir certains aspects, la scolarisation des certains enfants et puis permettre la recherche parce que nous ne pouvons pas toujours avoir la main tendue vers l'extérieur. Notre politique ou bien notre gouvernement doit intervenir aussi pour promouvoir la recherche dans notre pays et puis permettre aux chercheurs sur place de faire aussi leurs travaux. Parce qu'il y a certains qui sont là, hein, ils n'ont pas eu la grâce que j'ai eue d'avoir quand même une bourse et avoir de quoi faire ma recherche. Ils ont leurs idées en tête, mais ils sont bloqués. Donc je toucherai plus la politique. Bah, peut-être qu'un jour il faudra se faire de la politique. Non, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Je te comprends. Bien, écoute, merci Jerry, c'était vraiment enrichissant. Merci pour avoir partagé ton expérience avec nous. Merci à vous toutes et tous pour nous avoir écoutés. Je désire encore vous rappeler les choses suivantes, que mon prochain podcast sera à nouveau ici enregistré à Kinshasa, en RDC, où je me trouve encore pour quelques mois. Et si vous êtes comme moi intéressé par les défis de la vie académique en Afrique francophone, je vous propose de vous inscrire sur notre site abriellab.org, abriellab.org. À bientôt et je me réjouis de vous retrouver ici à Kinshasa.